Ici, la voix de l'Amérique. Voilà, monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 28 juillet. Voici les titres de cette édition. La crise politique au Mali en ouverture de ce journal. Malgré l'effort diplomatique de la CEDEAO, le mouvement du 5 juin ne fléchit pas. Il réclame toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, lui, nomme un nouveau gouvernement restreint. Dans quel but? Quelles sont les autres options sur la table? Éléments de réponse dans quelques instants. Conclusion alarmante de l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de Covid-19 qui a dans un premier temps progressé moins vite en Afrique que dans d'autres régions du monde s'accélère désormais sur le continent. Le point sur l'évolution de la pandémie dans ce journal. La stigmatisation, l'autre mal à combattre. Après avoir survécu au virus, les anciens Covid positifs se voient rejetés par leur propre communauté. Témoignage à venir, recueilli par notre correspondant à Abuja, au Nigeria. Encore une fois, bonsoir. Et on ouvre ce journal au Mali. La situation y est toujours tendue. La coalition à la tête de la contestation a rejeté mardi le plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Elle exige plus que jamais le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, lui, campe sur sa position. Son Premier ministre, Boubou Cissé, a formé un gouvernement hier tard dans la nuit. Mokhtar Bari revient sur les derniers événements de ces 24 heures. Lundi 27 juillet, sommet extraordinaire de la CEDEAO par visioconférence pour se pencher sur la crise malienne. Les 15 chefs d'État ont unanimement apporté leur soutien à leur homologue Ibrahim Boubacar Keïta, dont le mouvement M5 RFP réclame la démission. Ils ont recommandé par ailleurs la démission des 31 députés contestés et la mise en place d'un gouvernement restreint. Dès la fin du sommet, le Premier ministre Boubou Cissé a formé un gouvernement de 6 ministres, dont 3 nouveaux et 3 anciens. Nous avons conscience que la valeur ajoutée de cet exécutif restreint qui a été mis en place est de pouvoir négocier dans les meilleurs délais la sortie de crise dans laquelle nous sommes. Non seulement de régler cette situation de crise-là dans les meilleurs délais, mais d'aller très rapidement également vers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et surtout vers le retour à ce que nous considérons tous ensemble ici comme étant la normalité. Le M5 RFP, mouvement d'opposition, dit ne pas se reconnaître dans les recommandations de la CEDEAO qui menace de sanctionner toute entrave à l'application des décisions. Nous appelons donc nos chefs d'État à considérer que le mal est plus profond qu'ils ne le croient, qu'il ne s'agit pas pour le M5 électoral, qui est le porte-voix du peuple malien aujourd'hui, de venir occuper des postes dans un gouvernement. Il s'agit au contraire de refonder notre pays sur des bases très claires et qui pourraient seules permettre la survie du Mali. Le Premier ministre qui a tenu son premier conseil de cabinet ce mardi tend la main à l'opposition pour la formation du gouvernement d'union nationale. Et j'espère que cette offre de dialogue que le président de la République a eu déjà à faire à plusieurs reprises, offre de dialogue que nous relayons aujourd'hui cet après-midi, pourra être entendue par les acteurs du M5 RFP, non seulement entendue, mais acceptée et nous permettre de sortir de la situation de crise dans laquelle nous sommes et nous occuper de ce qui est essentiel pour notre pays. Le mardi 5 juin décline d'ores et déjà ce gouvernement et entend définir la conduite à tenir dès ce mercredi. Rappelons que le M5 RFP a décrété une trêve pour permettre aux Maliens de célébrer la fête de Tabaski. Alors, ce ballet diplomatique, ces ajustements vont-ils déboucher sur un compromis? Blanche Sano a posé la question à l'un des premiers concernés, Nouhoum Togo. C'est le porte-parole de Soumaïla Cissé. Le véritable problème du Mali, ce n'est pas, la mise en place d'un gouvernement. Le véritable problème, c'est que c'est Ibeka lui-même. Nous sommes à 300 et quelques ministres nommés et nous sommes à 7 premiers ministres.
Et nous sommes dans une situation, dans l'incertitude au niveau même de la gestion des affaires de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas de nommer 6 ministres, 3 anciens ministres et 3 anciens et des anciens et des amis de grain qu'on amène pour la gestion du pays. Ce n'est pas ça la solution. Aujourd'hui, la CEDEAO est en train de proposer, ils sont en train de résumer la chose en 2 niveaux, aux élections et au gouvernement. Nous ne sommes pas intéressés, nous ne sommes pas demandeurs, nous ne sommes pas preneurs pour le gouvernement. Nous pensons que réellement, il y a des problèmes de revoir les textes des textes au niveau du ministère de l'administration territoriale, l'organisation des élections futures, et gérer des problèmes sécuritaires et gérer le problème de l'école, c'est ça la priorité aujourd'hui des Maliens. Nous pensons aujourd'hui que l'Assemblée nationale pose problème, la Cour constitutionnelle elle-même aussi pose problème parce qu'il y a toujours un 3e tour qui ne dit pas son nom. À un moment donné, nous sommes arrivés à discuter et nous sommes tombés d'accord de laisser le président comme un président symbolique et de mettre un gouvernement de transition composé des hommes de valeur, d'honneur, surtout des hommes de dignité, capables de reprendre le système et de refaçonner le système pour qu'on puisse aller très loin. Mais vous voyez, Ibrahim Boubacar Keïta, son entourage, parce qu'aujourd'hui, la gestion de l'État est gérée par un clan de Ibrahim Boubacar Keïta, sa famille. Et ce qu'on appelle la majorité n'est même pas au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la gestion des affaires. Alors nous avons dit, si nous pouvons mettre un gouvernement d'union de transition composé d'un premier ministre choisi par le peuple malien, les ministres, donc, de façon stratégique, les 6 ministres, il avait proposé de prendre ces 6 ministres et de nous donner les restes des ministres. Nous avons dit que nous ne sommes pas intéressés aujourd'hui en prenant le ministère de la Sécurité, en prenant la Défense, en prenant l'administration territoriale, en prenant la justice, en prenant les affaires étrangères et les finances. Il n'y a plus de départements, c'est des départements de souveraineté pour gérer les problèmes. On invite tout le peuple malien, ça veut dire à tous les Maliens, on se retrouve dans une conférence d'entente nationale où on regroupera tous les Maliens, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans la sémence, ceux qui sont au niveau dans la gestion des affaires, tous les Maliens sans exception, et on se retrouve, on va essayer de définir d'autres cadres de gestion pour la transparence, pour que le Mali puisse sortir de cette situation. Voici pour le Mali, le torchon brûle entre Washington et Harare. Le parti au pouvoir du Zimbabwe, la ZANU-PF, a qualifié lundi l'ambassadeur des États-Unis de voyou et l'a accusé de financer l'opposition avant les manifestations antigouvernementales prévues cette semaine, dont l'autorité dit qu'elle vise à renverser le gouvernement sans fournir de preuves. Le porte-parole du parti, Patrick Chanimasa, a déclaré aux journalistes que l'ambassadeur Brian Nichols était impliqué dans les activités subversives pour renverser le gouvernement du président Emerson Mnangagwa. Les commentaires de Chanimasa font écho à l'ère Mugabe, où le gouvernement ZANU-PF accusait régulièrement les États-Unis et la Grande-Bretagne de chercher à déloger le pouvoir, à le déloger du pouvoir. Alors, nouveau signe de réconciliation au Burundi, la Cour suprême du pays a cassé l'arrêt qui condamnait à 32 ans de prison un militant des droits de l'homme arrêté en 2017 sur fond de graves crises politiques. Il s'agit de Germain Rukuki, condamné en 2018 à l'une des plus lourdes peines jamais infligées à un militant des droits de l'homme dans le pays pour avoir participé à des manifestations contre la candidature controversée de l'ancien président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Et c'était en 2015. Le Covid-19, on en parle toujours et ce n'est pas très, ça ne va pas changer puisque la pandémie ne faiblit pas, loin de là. C'est le constat de l'Organisation mondiale de la santé. Chiffres à l'appui, voici le compte-rendu de Dilidico. La fin de juillet marque le 6e mois depuis que l'OMS a tiré la sonnette d'alarme face au nouveau coronavirus. Le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a établi un nouveau bilan de la pandémie. Près de 16 millions de cas ont maintenant été signalés à l'OMS et plus de 640 000 décès. La pandémie continue de s'accélérer. Au cours des 6 dernières semaines, le nombre total de cas a pratiquement doublé. Le chef de l'OMS a indiqué qu'étant donné que le nombre de malades de Covid-19 a quasiment doublé au cours des 6 dernières semaines, il est impératif de suivre les mesures sanitaires établies par les experts. Il a souligné que la flambée de cas va requérir davantage de leadership politique et de sensibilisation communautaire.
L'OMS souligne également que le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et un bon nombre de pays en développement ne disposent que de capacités de dépistage limitées, comme c'est le cas en Afrique où le nombre d'infections est à la hausse. Là où les mesures sanitaires sont suivies, les cas diminuent. Là où elles ne le sont pas, les cas augmentent. Les pays africains qui, dans un premier temps, avaient adopté des mesures strictes face à la pandémie, ont ensuite assoupli les règles sanitaires, alors même que les experts de l'OMS soulignent qu'en Afrique, le pic de la pandémie est encore à venir. L'Afrique du Sud est de loin le pays le plus touché du continent. Elle recense la moitié des cas en Afrique. Elle est suivie par le Nigeria qui compte plus de 41 000 cas, mais ces chiffres pourraient être très largement sous-estimés, faute de tests disponibles. Fin juillet, l'ensemble du continent enregistre plus de 18 000 décès et au moins 860 000 cas de Covid-19. Vous contractez le virus, vous en guérissez, vous rentrez chez vous soulagé, mais votre cauchemar n'est pas forcément terminé. Beaucoup d'anciens malades de Covid-19 font face à une stigmatisation de la part de leur communauté et sont contraints de rester cloîtrés chez eux. Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja, s'est intéressé à la question. Voici son reportage. Funke Okunlulu, 35 ans, s'est récemment remise du Covid-19 après avoir passé 2 semaines dans un centre de traitement près d'Abuja. Elle avait hâte de rejoindre ses amis et les membres de sa famille après son séjour de 14 jours dans le centre d'isolement. Mais hélas, ce n'est pas encore le cas. Dans son quartier, elle s'est dit confrontée à de graves problèmes. Un de mes voisins m'a dit de ne pas m'approcher de lui. Les autres parlent derrière toi. Ils ne veulent pas te dire. Moi, je le dis devant toi. Ils ne veulent pas te confronter, mais moi, je le fais. Je pensais qu'ils blaguaient. J'étais tellement en colère que j'ai appelé la police pour dire que je suis victime de stigmatisation. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il fait. Je dois lui apprendre une leçon. Il est revenu le lendemain me demander pardon. Tout comme elle, Joseph Chidi-Ebere, directeur du Devatop, le Centre pour le développement africain, est un autre jeune homme de 35 ans également guéri du Covid-19. Depuis le centre de traitement, il a commencé à mener une campagne de sensibilisation pour encourager les autres victimes à garder l'espoir. J'ai commencé cette campagne appelée l'expérience du champion du Covid-19 pour permettre aux survivants de partager leur expérience. Parce que la meilleure façon de faire comprendre aux gens que le Covid-19 existe et qu'il est traitable, c'est de partager son expérience. Ceux qui sont contrôlés positifs vont apprendre et ceux qui ne sont pas positifs vont comprendre que ça existe et comment se protéger. La stigmatisation sociale liée au Covid-19 prive les individus des opportunités qui définissent la qualité de la vie. Ils manquent de soins de santé satisfaisants et se sentent mis à l'écart dans leur communauté, voire dans leur famille. Mais que font les autorités pour remédier à la situation ? Ce que nous pensons faire pour résoudre ce problème, c'est de sensibiliser les gens. Ce que nous apprenons de la sensibilisation, c'est que si les gens comprennent de quoi il s'agit, ils auront un changement de comportement. L'augmentation du nombre d'infections au Covid-19 suscite des craintes au sein de la population nigérienne. À la date du 27 juillet 2020, le Nigeria a recensé plus de 40 000 cas confirmés, avec 858 décès et un peu plus de 17 000 guéris. Aux États-Unis, la pandémie ne faiblit pas en raison d'une augmentation des cas de Covid-19. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a annoncé qu'il envisageait un reconfinement strict quelques semaines seulement après que la métropole ait commencé à assouplir les restrictions. Dans les prisons d'État, le problème est devenu si grave que les autorités envisageaient récemment la libération d'environ 8000 prisonniers condamnés pour des infractions mineures. Suivez ce reportage de Angelina Bagdasarian, le récit signé Thierry Kaoré. La Californie continue d'être l'un des foyers du coronavirus avec environ 400 000 cas confirmés. La situation est particulièrement drastique dans les prisons d'État. Pour atténuer le problème, les responsables envisagent de libérer 8000 prisonniers condamnés pour des infractions mineures avec moins de 180 jours à purger. Ceux qui sont âgés de plus de 30 ans et qui ont des problèmes de santé seront les premiers à être libérés. Environ 3000 détenus californiens ont déjà été contrôlés positifs au Covid-19
dont une dizaine sont morts de la maladie. Selon les spécialistes, les transferts de détenus ont provoqué la propagation rapide du virus dans les prisons. Depuis lors, l'État a remplacé son principal médecin légiste pour les prisons. Les anciens détenus partagent leur expérience en prison pendant la pandémie. Effrayant, dangereux, inconfortable, imprévisible. Les proches des détenus, quant à eux, protestent près des murs de la prison. À mon avis, ce qui aiderait le plus serait d'amener chaque membre du personnel à porter les masques qui lui ont été fournis. Les prisonniers doivent porter des masques. Les prisonniers peuvent se voir infliger une infraction disciplinaire s'ils ne portent pas de masque. Les gardiens sont une autre situation. Je pense que ce serait la chose la plus importante que nous puissions faire dans toutes les prisons en ce moment. La décision de libérer les prisonniers est bien accueillie par l'organisation d'aide aux détenus, mais beaucoup craignent que de nombreux anciens détenus n'aient nulle part où aller. Et comme les refuges pour sans-abri de l'État sont bondés, cela en fait également des endroits à risque pendant la pandémie. Dans l'actualité à Washington, le ministre américain de la Justice, Bill Barr, était à la Chambre des représentants aujourd'hui. Sous le feu des critiques démocrates, il a vigoureusement défendu au Congrès l'intervention d'agents fédéraux à Portland, où, selon lui, des émeutes n'ont plus rien à voir avec la mort de George Floyd. Barr était auditionné par la commission judiciaire des affaires étrangères, contrôlée par les démocrates, dont le chef Jerry Nadler, qui l'a d'emblée accusé d'avoir aidé et soutenu les pires errements du président républicain. Le Monde aujourd'hui revient le temps d'une courte pause. À tout de suite. Vous suivez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. On commence cette seconde partie avec notre chronique économique. Eric Manirakiza, c'est à vous. Le panel d'experts indépendants dirigé par l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson a validé lundi les conclusions du comité d'éthique de la BAD. Ce panel de 3 experts estime que le comité d'éthique interne a correctement examiné et rejeté les allégations contre le président Akinwumi Adesina. Madame Robinson, avocate de profession qui a aussi été au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de 1997 à 2002, s'est appuyée sur les règlements et procédures internes de la banque, considérant notamment que les lanceurs d'alerte n'avaient pas apporté de preuves. Monsieur Adesina, 60 ans, ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria, s'est vigoureusement défendu dès le début, rejetant en bloc toutes les accusations et clamant son innocence. Mais Mme Robinson et les 2 autres experts, le magistrat gambien Hassan Bey Jallow et le Sud-Africain Leonard McCarthy, ancien vice-président pour l'intégrité à la Banque mondiale, n'ont pas enquêté sur les accusations elles-mêmes, ce qui n'était pas leur mandat. Créée en 1964, la BAD compte 80 pays actionnaires, dont 54 pays africains et 26 non-africains, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Elle est la seule institution africaine cotée AAA par les agences de notation financière. En octobre 2019, la BAD a connu une augmentation de capital géante de 115 milliards de dollars. Nous ne pouvons même pas vendre nos animaux pour gagner de l'argent parce que tous les marchés ont été fermés. Avant la pandémie, à un moment comme celui-ci, je fabriquais beaucoup d'ornements. Si les propriétaires terriens ne perçoivent aucun revenu, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'auront pas d'autre choix que d'examiner d'autres formes d'utilisation des terres. Et toutes ces utilisations alternatives ne sont pas compatibles avec la faune, les éléphants et les grands félins.
Selon le ministère du Tourisme, le secteur a perdu 750 millions de dollars cette année, soit environ la moitié des revenus enregistrés en 2019. La suite de l'affaire des sautes-moutons à Kinshasa, les sautes-moutons, ce sont ces ponts surplombant les carrefours dans la capitale pour tenter de désengorger le trafic routier. Alors, la construction de ces structures a accusé du retard pour cause de détournement de fonds présumés, entre autres. L'Américain David Blattner, directeur général de la société Safricas, s'est retrouvé au banc des accusés. Or, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au regard des faits présentés contre lui. La société civile congolaise crie au déni de justice. Patrick Abega a suivi pour nous les rebondissements de ce procès. Voici son reportage. Selon le juge du procès des 100 jours, David Blattner, qui n'est pas un agent public, ne peut être poursuivi pour détournement. Le directeur général des Safricas est accusé d'avoir détourné 5 millions de dollars destinés à la construction des sauts des moutons à Kinshasa. Le tribunal a suggéré l'infraction d'abus de confiance qui est d'une juridiction inférieure. Il ressort que l'infraction d'abus de confiance dont la peine maximale, selon le prescrit de l'article 95, si c'est évoqué, est punissable de 5 ans de servitude pénale principale, relève de la compétence du tribunal de paix. Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal de séance disqualifiera l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu en celle d'abus de confiance et partant déclinera sa compétence. En droit congolais, le juge ne peut se prononcer sur une infraction qui ne lui a pas été soumise. Le tribunal s'est donc déclaré incompétent, provoquant la furie de la société civile. Nous avons été étonnés de voir que le tribunal a requalifié les faits. Or, les éléments en notre possession démontrent à suffisance que les faits de détournement de fonds existent. Donc, l'infraction de détournement de fonds existe. Pour l'instant, nous demandons à ce que le ministère public puisse se saisir du dossier et le déposer à un tribunal qui est compétent pour que la justice soit faite. L'accusation devra prouver qu'il y a eu bel et bien eu détournement, sans quoi l'affaire sera renvoyée à un tribunal de paix qui est habilité pour des affaires d'abus de confiance. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Cap sur le Bénin où le pôle de start-up et d'innovation SEMcity a pour ambition, dit-il, de résoudre les problèmes des Africains en aidant les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets à concrétiser leurs idées. Donald Chao est un des premiers entrepreneurs qui ont bénéficié de l'aide de ce centre. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus sur son projet. Avec ses couleurs mauve, jaune et rouge, l'immeuble de Semewan, incubateur de start-up, est sans doute le bâtiment le plus coloré de Cotonou et l'un des plus dynamiques. Le bâtiment a été construit pour avoir en un seul lieu des chercheurs, des étudiants et des entrepreneurs. Donc avoir dans un seul lieu, au deuxième étage, des chercheurs qui se posent des questions sur lesquelles ils sont confrontés et qui vont au premier étage voir des étudiants, et pareil pour des entrepreneurs qui sont confrontés à une problématique, qui vont voir des chercheurs, on se retrouve donc dans un tel lieu. Et construire un bâtiment aussi coloré pour permettre à l'émulsion de tous ces cerveaux ensemble, c'est sûr que c'est gage de beaucoup d'innovation. Ce nouveau bâtiment fait partie de SEMcity, un programme voulu par le président Patrice Talon qui cherche à faire du Bénin un hub technologique pour l'Afrique de l'Ouest, sur le modèle du Kenya en Afrique de l'Est ou du Rwanda dans la région des Grands Lacs. Pour sa directrice générale, Claude Borna, SEMcity est un lieu unique pour former les talents de demain. On vient chercher des collaborations, on vient chercher des formations, on vient chercher de l'accompagnement justement pour monter un projet, pour se former, pour avoir un diplôme. Mais surtout, il y a une finalité qui est de résoudre des problèmes africains avec des nouvelles méthodes en se disant peut-être que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut améliorer et on veut le faire ensemble. Donald Chao, 29 ans, a mis au point avec 5 de ses amis X-Over, une application mobile pour mieux respecter la distanciation sociale et qui permet aussi de retracer la chaîne de contact d'une personne infectée par le Covid-19. Donc non seulement elle permet de tracer ces différents cas contacts, elle permet aussi aux utilisateurs d'avoir des informations fiables sur le Covid.
Semesiti se veut un point de convergence pour les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Le hub a pour ambition de venir en aide aux jeunes pleins d'idées, mais qui manquent de cadres et d'accompagnement. Et on termine ce journal avec cette initiative qui pourrait en inspirer plus d'un. Les musulmans du monde entier célèbrent Eid al-Adha dans quelques jours. Au marché aux moutons d'Ariana en Tunisie, certains utilisent l'argent qu'ils ont mis de côté pour le Hajj pour aider d'autres à se payer des moutons. Les autorités saoudiennes organisent un Hajj très limité cette année. Pour la première fois, le pèlerinage n'inclura pas les pèlerins de l'extérieur du pays. Certains Tunisiens qui devaient y aller utilisent l'argent économisé pour le voyage pour aider leur communauté locale. Chaque année, les Tunisiens dépensent environ 54 millions de dollars en Arabie Saoudite pour faire le Hajj. Ça fait beaucoup de têtes de mouton. Voilà, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci de votre patience. Passez une excellente soirée. Alongside Nigeria, we survive the future with Mr. Sofiano. You know what it is, my bad records, get it on. Too many haters started, I ain't gonna be here. I'm ignoring the fake track in my pen, I replay. Never fun. Never fun. People, now you ready to